Eh bien, écoutez, bonjour à tous, hein. Je me présente, Julien Rira, je suis le directeur général de l'UPE 06. Afin de vous accompagner dès le début de la crise Covid-19, l'UPE s'est mobilisé en lien avec ses partenaires. Parmi ceux-ci figure en bonne place la Direction régionale des entreprises de la concurrence, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur. À ce titre, nous accueillons aujourd'hui François Delmotte, directeur régional adjoint, responsable de l'unité des Alpes-Maritimes de la Directe PACA. Je le remercie pour le temps qu'il nous consacre dans une période où la Directe est particulièrement sollicitée, mais je sais qu'il se prête volontiers à cet exercice, multipliant ce type d'intervention. Hier encore, dans le cadre d'un comité départemental présidé par monsieur le préfet. Nous allons donc traiter principalement du thème de l'activité partielle, voire en complément toute autre question relevant de la Directe. Monsieur Delmotte sera assisté en cela par une de ses collaboratrices. Pour une meilleure organisation de ce webinaire, plusieurs questions nous ont déjà été adressées. Vous aurez le loisir de les compléter par des questions en live. L'animatrice de ce webinaire est Solène qui gérera questions et micros. Je cède tout de suite la parole à François Delmotte. Merci, Parfait. Monsieur Riera. Bonjour. D'abord, merci, Monsieur Riera, d'avoir donc organisé pour l'UPE avec Solène, Monsieur Debaudan, donc cette conférence téléphonique qui est pour nous une première. Hein, donc, je serai accompagné par Sylvie Baldi, qui est directrice du travail et responsable du service de l'emploi et de l'économie, et donc qui chapeaute le service activité partielle, qui est un service effectivement extraordinairement sollicité depuis le début de la crise. Simplement vous donner un chiffre, puisque c'est un chiffre qu'on nous avait demandé. L'an dernier, à pareille époque, on traitait 20 demandes de chômage partiel sur le département. Donc, c'était la belle époque. Aujourd'hui, on est passé à plus de 25 000, hein, donc on a multiplié par 1000. Hein, donc ça expliquera, si vous voulez, la plupart des difficultés techniques que vous avez toutes et tous. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent dire qu'elles ont réussi à passer le parcours du combattant qui était l'inscription sur le portail du chômage partiel. Donc, ces difficultés, elles sont en cours de résorption, mais je laisserai Sylvie Baldi vous l'expliquer. Comme vous l'avez dit, Monsieur Riera, donc on est évidemment inscrit dans l'action de l'État, hein, par rapport à la crise. Donc, vous dire que chaque jour, donc, le préfet organise à 11 heures une réunion qui est à la fois destinée à faire le point sur la crise sanitaire dans le département. Donc, c'est l'ARS qui présente ce point. Et chaque fois, nous avons aussi un point qui dure à peu près 30 minutes sur la situation économique et l'ampleur, évidemment, de ce qui s'annonce. On prépare déjà évidemment la reprise, hein, donc vers le 11 mai, mais il va y avoir aussi d'étapes à franchir, avec toujours la priorité qui est de faire une reprise dans laquelle les salariés sont en sécurité maximale, hein, par rapport aux gestes barrières, par rapport à toute la prévention qu'il faudra mettre contre le risque coronavirus. Bon, voilà un petit peu, si vous voulez, sur l'organisation. Le préfet organise aussi à partir de cet après-midi donc, une cellule spéciale pour le suivi du tourisme, puisque c'est un secteur qui est particulièrement touché depuis le début, avec la fermeture administrative des restaurants et puis par voie de conséquence, hein, des hôtels qui sont pour la plupart aujourd'hui en activité zéro ou proche de zéro. Et évidemment, on s'aperçoit que ce sont des vagues successives. C'est-à-dire les activités rentrent progressivement dans le dispositif chômage partiel. Bon, par exemple, là, on a des gros warnings qui sont posés sur les gros donneurs d'ordre privés du département. Hein. Bon, des grandes entreprises, je ne citerai pas les noms parce que bon, il faut quand même qu'on garde une confidentialité, mais on a des entreprises donc, qui vont réduire fortement leur activité dans le privé. Et il y aura forcément des problèmes en cascade sur les sous-traitants. Donc, ça, c'est un sujet qui nous préoccupe aussi. Et puis, donc, demain, nous aurons une cellule reprise BTP, hein, puisque
sur les 500 chantiers qui relèvent de donneurs d'ordre public, la reprise va commencer tout doucement à partir de la semaine prochaine. Mais il faut aussi qu'on suive évidemment la reprise dans le secteur privé pour les promoteurs qui relèvent du privé. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, ce qui se prépare aujourd'hui avec la préfecture. Je vais être très court. Je vais simplement vous donner les statistiques parce que je pense que c'est important de les rappeler. Donc, à la date du 21 avril, dans les Alpes-Maritimes, 24 140 entreprises ont déposé un dossier chômage partiel sur le portail. Sylvie pourra peut-être vous en parler tout à l'heure. Ça représente quand même, au 21 avril, 161 219 salariés qui sont donc concernés par du chômage partiel. Au mois de mars, on va commencer par le mois de mars. Bon, j'ai regardé rapidement les premiers remboursements qui ont été effectués. On s'aperçoit que le salaire, par exemple, le salaire moyen sur lequel les demandes ont été faites, il est un petit peu supérieur à 10 euros, 10,23 €, qui vous fait un petit peu un parallèle avec ce qui a été donc décidé dans le cadre de ce dispositif exceptionnel. Entre 1 SMIC et 4,5 SMIC pour la prise en compte. Donc, on s'aperçoit que dans ce département, on est un petit peu au-dessus du SMIC, puisqu'on est 2 euros en moyenne au-dessus du SMIC. Donc, évidemment, tout ça, c'est des questions qui se posent quand vous déposez vos bordereaux d'indemnisation. Sylvie en parlera sans doute. Donc, 24 000 demandes, 161 219 salariés concernés. Et puis, donc, on évalue, mais ça, Sylvie pourra vous en dire plus. Pour les 24 000 demandes, on sait qu'il y a à peu près 1000. C'est un stock qui se résorbe tous les jours, mais tous les jours, il y a peut-être des nouveaux problèmes qui se posent. On a à peu près 1000 entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté, soit parce que le numéro de compte n'est pas arrivé, enfin ça, je pense qu'il y en a de moins en moins, mais soit parce qu'au niveau d'autorisation, il peut y avoir des problèmes de saisie dans les adresses, mais ça, peut-être on ne va pas y passer trop de temps, mais sachez que à chaque fois qu'on est sollicité, évidemment, Sylvie est sollicitée directement parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises et de chambres consulaires qui ont son mail. Donc, on traite ça à distance. Et puis moi, quand je reçois des demandes sur la boîte ici à Nice, donc à la directe, évidemment, on les transmet à Sylvie qui essaye de décoincer les dossiers. Voilà. Je pense que, donc, si vous voulez, si on doit faire un point sur la première phase, on a eu énormément de difficultés nous-mêmes pour nous connecter au portail, parce qu'on est passé, je vous disais, de 20 dossiers à 20 000 dossiers. Donc, quand vous multipliez sur un portail, c'était pas, puis c'est sur toute la France, donc c'est extrêmement difficile. Je pense quand même que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Cette semaine, moi, j'ai annoncé au préfet que normalement, les notifications devaient arriver sur les comptes pour le mois de mars. Donc, je pense que, je ne sais pas si tu as les derniers chiffres, mais on sait qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont commencé à percevoir les indemnités de chômage partiel sur les bordereaux que nous pouvons avoir. Moi, j'ai regardé vite fait, j'avais à peu près 8000 paiements qui avaient été faits à la date de mardi. Et il y a une égalité, si vous voulez, de traitement entre les grandes entreprises et les petites entreprises, parce que j'ai vu beaucoup de petites entreprises qui sont passées dans les premières demandes. Je pense que, par exemple, si on prend les cafés, hôtels, restaurants, les hôtels, très tôt, ils avaient sollicité le portail, donc ils sont passés assez vite. Il y a eu des paiements qui ont été faits à partir du 9 avril. Et cette semaine, normalement, on nous annonçait des paiements quand même assez nombreux. Donc, j'espère que vous en avez bénéficié pour ceux qui ont fait leur demande très tôt. Mais je pense qu'il faut aussi s'accorder une patience. Alors, comme je le dis souvent au préfet, je sais que ce dispositif, il tend évidemment les trésoreries des entreprises, et que plus vite on peut vous indemniser, mieux c'est évidemment pour la santé de votre entreprise. Bon, voilà un petit peu, si vous voulez, les chantiers, les montagnes qui sont d'abord devant vous, devant vous les entreprises, mais que nous, on reçoit aussi par ricochet parce que c'est une organisation qu'il a fallu mettre en place. Et puis, je remercie vraiment Sylvie d'avoir conduit ça. Et on a annoncé donc au préfet
et aux acteurs du monde économique. Monsieur Riera, vous y étiez hier après-midi. Donc, cette démarche qu'on fait aujourd'hui avec l'UPE, on va la conduire aussi avec la CCI, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, et aussi avec l'UDP, si l'UDP nous sollicite. Je pense qu'ils nous solliciteront. Voilà. Donc, c'est le démarrage, je dirais, de ce que j'appellerais moi le service après-vente de l'activité partielle. Mais tout de suite, je passe la parole à Sylvie si elle veut compléter, et ensuite, on attend vos questions. Oui, bonjour, Sylvie Baldi, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, je suis donc responsable du pôle 3E à la Direct, et donc en charge de l'activité partielle avec Colette. François l'a dit, on a été très cité depuis la mi-mars, avec des demandes et beaucoup de difficultés qui sont remontées et qu'on essaie de traiter au fur et à mesure. Mais moi, j'ai bon espoir parce que quand même, on voit bien que le flux commence à se ralentir au niveau des difficultés, qu'on arrive à résoudre de plus en plus de difficultés. Il y en a encore, mais il ne faut pas hésiter à nous ressaisir. Et puis nous, on fait le maximum pour essayer de débloquer les situations qui sont encore bloquées. Donc aujourd'hui, on pourra peut-être échanger là-dessus s'il y a des problématiques. Il y a quand même plus de 22 000, donc François l'a dit, 24 000 demandes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont arrivées à formuler leurs demandes. Pour l'instant, les demandes, on a la partie au niveau des paiements effectués. Moi, j'ai des chiffres qui sont de l'ordre de 68% de paiements déjà effectués. Pour l'instant, la partie du mois de mars est encore la partie faible. J'allais dire, le vrai test, ça sera au moment des demandes d'indemnisation pour le mois d'avril, où on va avoir un maximum de demandes. Dire aussi qu'il y a un certain on avait nous aussi une question qu'on remontait parce que pendant cette période, vous voyez, il y a un question-réponse qui est mis en ligne sur le site. Je sais que vous le mettez en ligne aussi et que vous le suivez, et donc qui est très très régulièrement. Donc on a parfois des réponses qui arrivent chemin faisant et en fonction des questions. Donc on a notamment questions aujourd'hui qui ont trait au FNE formation, partie des possibilités qui sont ouvertes pour aux entreprises pour optimiser la période pendant laquelle les salariés sont placés en activité partielle et qui vont permettre prise en compte au niveau des coûts pédagogiques de l'État. On viendra, je pense, à vos questions. Sur les modalités pratiques, on vous expliquera comment faire et vers qui vous rapprocher. Peut-être dire aussi que sur la taille des entreprises, on est plutôt sur une taille de petites entreprises, très petites entreprises à plus de 92%, moins de 20 salariés qui ont demandé de l'activité partielle par rapport aux statistiques qu'on a aujourd'hui et qui sont le reflet du tissu économique local. Voilà, donc aujourd'hui, on a prévu de vous parler, excusez-moi, Madame Baldi, de vous répondre par rapport au… Excusez-moi, Madame Baldi, est-ce qu'il serait possible de couper votre vidéo de façon à ce qu'on ait plus de débit sur votre bande passante parce qu'on a une problématique d'audio. Désolée. Ah. On va essayer comme ça. Oui. Est-ce que c'est mieux là? Pour l'instant, c'est mieux. Vous m'entendez? Oui, beaucoup mieux. Bon, alors je reste comme ça. Bon, ben alors, très bien. Voilà, donc je disais que j'étais là pour répondre aux questions qui pourraient se poser, puisque François l'a dit, donc on est là pour faire le service après-vente et pour essayer de débloquer, donner de l'information, puisqu'on a de l'information qui est actualisée d'une manière très régulière et avec des nouveautés. Donc, je vous parlais du FNE formation qui se met en place, qu'on va pouvoir proposer d'ores et déjà aux entreprises qui ont activé de l'activité partielle. Et donc, je suis là pour répondre à vos questions. Sylviana. Alors, du coup, je ne vous vois pas. Oui. Alors, effectivement, on a déjà beaucoup de questions qui nous arrivent. Oui. Moi, je vais juste redonner quelques règles avant de commencer les premières questions.
Donc, vos micros vont rester coupés. Quand vous posez des questions, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien un micro si je vous laisse la parole au fur et à mesure? Par exemple, la première question, c'est Françoise qui nous l'a posée. Est-ce que vous voulez que je la pose à votre place ou vous voulez la poser, Françoise? J'ai le micro, donc tout va bien. Donc, moi, je suis une entreprise de 200 salariés dont le siège social est à Nice. Nous, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que j'ai fait la demande avant le confinement. Le paiement a été très rapide, donc j'étais super contente. Sauf que maintenant, au vu de ce que vous avez annoncé, je suis un peu inquiète pour le mois prochain et pour la trésorerie. Du coup, je voudrais savoir comment vous imaginez le mois de mai. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on imagine dans notre trésorerie un paiement avec un délai de 20-25 jours? Parce que pour moi, de tête, j'ai eu le virement le 8 ou le 10 avril, donc ça a été très rapide. J'allais dire, par rapport au mois de mars, le délai que vous avez eu a été, vous l'avez dit, satisfaisant par rapport à l'indemnisation que vous avez obtenue. Donc, tout dépendra de à quelle date vous ferez votre demande d'indemnisation dans le portail. J'allais dire qu'aujourd'hui, il y a un système d'automatisation aussi du traitement des demandes d'indemnisation qui permet de raccourcir les délais de traitement au maximum. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre inquiétude. Du coup, j'ai une deuxième petite question. Oui. Par exemple, quand moi je termine mes payes le 27, c'est-à-dire je lance mes virements le 27, est-ce que je peux faire la déclaration en anticipé le 28 jusqu'au 30? Oui, absolument. D'accord, merci. De toute façon, les justifications… Ah, on ne vous entend plus du coup, Sylvie. Si vous avez les éléments qui vous… Allô? Oui, ça y est, oui, vous êtes revenu. Voilà. Donc, si vous avez les éléments qui vous permettent d'anticiper jusqu'à la fin du mois, vous pouvez faire votre demande d'indemnisation au plus près, bien sûr, de la date d'échéance, mais vous pouvez l'anticiper, hein, oui. Parfait. Merci Françoise. Est-ce que Corinne, qui a une question sur l'indemnisation des secteurs du CHR, veut prendre la parole? Si elle a le micro. Moi, je peux le faire si vous le souhaitez, parce que je suis Grégoire Méhussier, directeur général du 5-6 Hôtel à Cannes. Je représente à la fois le syndicat des hôteliers et le syndicat des restaurateurs. Il se trouve que 32% de nos adhérents ont reçu une indemnisation sur le mois de mars, et donc 70% ne l'ont pas reçu. Est-ce que vous avez une idée, Sylvie, François, du temps qu'il va falloir pour être indemnisé, tout en saluant et vous remerciant beaucoup des services qui sont faits par les services de l'État, mais aussi par les mesures gouvernementales. Donc j'en profite aussi parce que pour une fois qu'il y a quelque chose qui marche particulièrement bien, il faut le dire aussi. Donc merci beaucoup. Merci de prendre le temps de nous écouter aussi, parce que c'est important. Et deuxième question, et après j'en reste là. Qu'en est-il, puisqu'on a des infos qui remontent de différents directs Île-de-France et ainsi de suite, concernant la prise en charge des 4 heures supplémentaires qui sont conventionnées dans notre secteur, donc la fameuse 35 à 39e heure qui n'a pas été prise en compte sur mars et qui devrait l'être sur avril. Alors, François, tu veux répondre ou je réponds? Activez mon micro. Oui, bonjour, si vous m'entendez. J'ai pris la question concernant l'hôtellerie-restauration et sur le fameux régime des équivalences. Bon, comme vous le savez, certaines activités sont prises en compte au niveau de l'équivalence. Je pense que la principale que tout le monde connaît, ce sont les transports. Les transports, donc, ils ont une durée équivalente à 35 heures, qui peut être 39 heures, valent 35 et même jusqu'à 43 heures pour certains conducteurs routiers. Donc, ce dispositif, pour moi, il est applicable également dans l'hôtellerie-restauration. Donc, moi, je me suis basé sur un accord qui a été pris donc, dans l'hôtellerie-restauration en 2007. Il me semble même que c'est un accord qui a été étendu. Donc, c'est sur cette base-là, si vous voulez, que nous avons fait remonter avec Sylvie Baldi donc, la question donc, à la DGEFP, qui est en fait la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, qui est en fait le ministère du Travail. Je sais, monsieur, que normalement, je pense qu'il y a demain une réunion de la profession de l'hôtellerie-restauration avec, je pense, c'est à l'Élysée, donc avec le président de la République ou le Premier ministre.
Et j'espère qu'on va avoir confirmation effectivement que la durée équivalente à 35 heures, donc en l'occurrence, comme vous l'avez dit, 39 heures, sera bien prise en compte, si vous voulez, pour l'indemnisation du chômage partiel. Ce stade, enfin, sauf si Sylvie peut me dire qu'elle a eu d'autres informations, mais pour l'instant, si vous voulez, on attend toujours le feu vert de Paris. Hein, mais peut-être Sylvie peut nous dire comment les dossiers ont été instruits dans les Alpes-Maritimes là-dessus. Sylvie, si tu as des éléments. Là-dessus, à ma connaissance, enfin, vous savez que sur le portail, le portail est paramétré pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Donc, vous ne pouvez pas saisir normalement, ça se calcule automatiquement. Donc, il faut faire une intervention manuelle pour que le taux horaire qui inclut les 39 heures soit recalculé. À ma connaissance, on n'a pas rejeté de dossier de votre secteur sur la demande qui a été faite, si elle a été faite sur la base de 39 heures. Sauf si vous avez des… Alors, les modalités, c'est ni plus ni moins qu'un produit en croix à effectuer, sauf qu'on essaye on est dans la légalité et nous passons par des cabinets comptables qui nous disent sans pouvoir s'appuyer sur quelques textes de loi ou en tout cas sans notification de la directe, nous ne pouvons pas établir les fiches de salaire adéquates. On attend d'avoir là-dessus les précisions parce que c'est vrai que l'activité de restauration n'a pas été citée nommément dans l'accès aux heures d'équivalence. Ce qu'il faut savoir, c'est que la durée, les heures d'équivalence ne s'adressent qu'à une certaine catégorie de personnel. Tout le monde n'est pas concerné par les heures d'équivalence dans vos activités non plus, si ? Par convention collective, l'hôtellerie-restauration est à 39 heures. Voilà. C'est une durée légale supérieure à la durée, durée légale. C'est exactement le texte qui s'appuie aussi sur les routiers où ils sont à 42 heures de tête et ils ont eu un calcul d'heures d'équivalence et nous, ce sont des heures structurelles de tête. Oui, alors, si vous voulez bon, moi, j'ai repris le question-réponse. La chronologie, voilà, c'est-à-dire que le question-réponse, et j'ai regardé celui qui est sorti hier soir, hein, donc si vous l'avez mis à l'UPE en ligne, il y a un dernier point, si vous voulez, il y a un dernier tiret. Si vous voulez, il y a des professions qui sont comme les routiers, hein, ça c'est de droit, donc c'est dans une loi ou dans un décret dans le Code des transports. Pour l'hôtellerie-restauration, c'est vrai qu'il y a eu un changement à partir de 2007, c'est-à-dire que la durée de 39 heures, elle doit être prévue par l'accord de 2007. Hein, donc, c'est donc une durée conventionnelle. Donc, je pense que, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que j'espère, moi, que ça va être confirmé que c'est bien 39 heures qu'on prend en compte dans l'hôtellerie-restauration, mais on va peut-être demander, comme c'est un dispositif conventionnel, on va peut-être demander des justificatifs aux entreprises, comme quoi la durée retenue dans les hôtels et dans les restaurants, c'est 39 heures. Et ce n'est pas une durée qui pourrait être moindre. Parce que comme c'est une durée conventionnelle, un employeur et un salarié, un cuisinier, un serveur, peuvent avoir peut-être signé un contrat sur une base inférieure, si vous voulez. Et si c'est la durée conventionnelle qui est retenue, à ce moment-là, il faut que dans votre demande, vous mettiez en application de l'accord, on pourra vous le retrouver si vos cabinets… Étendu. Voilà, accord étendu. Et quand il y a un accord étendu sur une durée équivalente, en principe, c'est de droit que vous avez droit à cette durée-là pour l'indemnisation. Et j'espère qu'on aura vraiment une précision de la part de la DGFP. Et je crois que Sylvie, dès que tu l'auras, on vous confirmera. Juste pour info, sachez que la Directe Île-de-France a fourni un écrit disant que les 39 heures étaient retenues. Oui, alors moi j'ai toujours le micro. Moi je me suis aussi engagé, hein, c'est-à-dire que pour les Alpes-Maritimes, j'ai dit que c'est évidemment que c'était une question qu'on faisait remonter à la DGFP, mais que pour moi, si vous voulez, dès lors qu'il y a un accord en 2007 qui prévoit 39 heures comme durée conventionnelle de travail dans les restaurants, c'est cette durée-là qui devrait être prise en compte. Maintenant, je peux comprendre, si vous voulez, que, comme vous l'avez dit, monsieur, c'est une règle de 3, hein, c'est une règle de 3 à faire, c'est-à-dire que le salaire à 39 heures, vous montez le taux horaire en divisant par 35 heures, en fait, ça vous fait un taux de 39/35e.
Et sur cette base-là, comme Sylvie vous l'a dit, en principe, il n'y a pas eu de rejet de service. Non, si les cabinets comptables, mais je peux comprendre aussi qu'ils soient prudents en disant, comme on n'a pas la certitude que ça sera pris en compte, on a peut-être fait une durée sans faire la règle de 3. Mais nous, en tout cas à Nice, hein, on sait qu'il y a énormément évidemment d'entreprises qui sont concernées par cette durée équivalente. On a fait remonter à Paris qu'on appliquait la règle de 3 et que donc, en principe, on laissait passer, mais Sylvie vous confirmera, si ça a été présenté comme ça, en principe, ça n'a pas été bloqué. Ou ça a été peut-être invalidé et on a demandé des explications, mais si on a ce type d'explication, derrière, on valide. Hein. Bon. C'est noté, merci beaucoup. On valide les demandes. Sur les délais, pour votre première question, sur les délais d'indemnisation, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être encore payés, alors il faudra voir peut-être les cas dont il s'agit, c'est peut-être une question de temporalité, hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les demandes d'indemnisation sont très régulièrement validées et remontées avec très régulièrement, hein, tous les 2 jours et même plusieurs fois par jour, tout ce qui est déjà validé est pris en compte. Donc, j'espère que dans les jours qui arrivent, elles pourront être indemnisées si leur demande, bien sûr, est complète, a été complétée correctement. Parfait. Alors, je vous propose de passer à la question suivante. Est-ce que Mounir a un micro pour la poser? Oui, j'ai un micro. Bonjour. Parfait. Bonjour, je vous laisse… Ok, donc voilà, moi j'ai fait une demande depuis un moment, donc elle a été validée le 8 avril, et depuis le 8 avril, rien, pas de règlement. Donc j'ai appelé le numéro qui est à notre disposition, le 02 99 86 78 00 en Bretagne, qui est systématiquement injoignable. Il n'y a pas d'adresse mail, il n'y a rien du tout pour pouvoir les contacter. Donc, j'ai essayé de trouver des adresses mail, j'ai envoyé des mails à quelques personnes qui seraient rattachées à ce numéro, mais pas de retour, pas de suite. Donc, pourtant, tout est validé, tout est OK pour moi hein, sur la DIG. Est-ce que vous pouvez vous avez saisi votre demande dans le portail? Tout à fait. Elle a un numéro qui est accepté, elle est verte, validée. Mais ensuite, vous n'avez pas eu le code pour pouvoir saisir votre demande d'indemnisation? Si, je l'ai saisi, la demande d'indemnisation. Elle est validée. C'est la DI qui est validée. Hein. Attention. D'accord. Elle est validée, mais depuis le 8 avril. Hein. Et vous n'avez pas eu le versement? Il n'y a rien du tout. Voilà, je vous ai envoyé, Sylvie, le numéro de la DI qui est validée. Elle est en paiement demandé. Et depuis le 8 avril, hein, on est le 23. Hein. Et à ce jour, toujours rien. Voilà, donc j'ai ça. Ça, c'est celle. En plus, c'est celle qui va jusqu'au 30 mars. Parce qu'ensuite, il y a celle qui va aller du 31 mars au 1er mai. Donc, j'ai saisi, mais qu'on ne peut pas valider pour le moment. La DI ne peut pas être validée. Donc, apparemment, il faut attendre le 2 mai pour pouvoir la valider. Le mois issu. Donc, c'est un peu compliqué tout ça. Donc, ça ne nous aide pas beaucoup. C'est chronophage en plus parce qu'il faut y aller tous les jours, vérifier tous les jours. Donc, ce n'est pas fait pour nous aider, quoi. C'est bien. On nous met en place des portails qui sont supposés fonctionner. On remplit, on prend le temps de remplir, etc. dessus. Mais derrière, il y a personne qui peut nous aider, qui peut répondre à nos interrogations. Ouais. Alors, nous, on est là. Hein, la Direct est là pour vous répondre par rapport aux difficultés que vous pourriez avoir dans la manière de remplir. Oui, tout à fait. Voilà. Ou sur les questions que vous pouvez vous poser. Mais sur les délais de paiement, une fois qu'on a validé le paiement, là, on n'a plus de possibilité d'action. C'est ça. L'ASP derrière qui va déclencher les versements. Donc là, c'est vrai que c'est difficile d'accélérer. Je pense qu'il y a un phénomène un peu d'embouteillage, hein, on va dire, compte tenu du succès rencontré par le portail qui n'était vraiment pas calibré pour… Monsieur Delemotte vous l'a dit, hein, François vous l'a dit, pour accueillir tellement de demandes. Hein. Donc, il y a eu des ajustements quand on est une petite structure, notre trésor n'est pas extensible.
Donc, nous, on règle effectivement les salariés, mais malheureusement, si on n'est pas payé là, on ne va pas pouvoir les régler pour le mois prochain. Donc, quid de ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit mettre un terme au contrat? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que rien n'est fait. Il n'y a pas de réponse, on est laissé à l'abandon. Donc, vous imaginez, ce n'est pas une semaine, depuis le 8 avril. Hein. Oui, monsieur, je pense que Sylvie, il faudrait qu'on regarde, parce que tout à l'heure, tu as annoncé donc, 68% des dossiers payés pour le… Oui, c'est les dernières données là qu'on a. Oui, tout à fait. Je pense que tous les jours, moi j'ai regardé un petit peu quand est-ce que se faisaient les paiements. Tous les 2 jours, il y a quelques milliers d'entreprises dans les Alpes-Maritimes qui sont payées. Alors, j'espère que vous serez payé d'ici vendredi, monsieur. Hein. J'espère également. Et après… Sinon, on prendra vos coordonnées de toute façon pour essayer de… Oui, moi, je propose dans ces cas-là que vous nous fassiez un mail directement. On va vous mettre notre adresse mail pour que vous puissiez nous écrire en détail votre problématique. Et dans ces cas-là, on fera suivre à Sylvie et à monsieur Voilà. Hein? Ok. Est-ce que Alexa veut prendre le micro pour… Est-ce que déjà, on a pu avoir une partie de sa réponse, je pense, mais est-ce qu'elle veut la compléter, Alexa Milani? Vous m'entendez? Oui. Oui, voilà. Alors, donc, effectivement, oui, on a ce qui s'est passé juste avant est en partie en lien avec notre problématique. Pour autant, aujourd'hui, bon, j'en ai toujours une, c'est-à-dire qu'effectivement, on a eu un bug au début dans le système et ça a duré très longtemps, comme tout le monde. Voilà. Maintenant, ce bug, on a mis aujourd'hui presque 15 jours à savoir de quoi il s'agissait parce qu'on n'arrivait pas à joindre qui que ce soit. Ça a été résolu la semaine dernière. En tout cas, on a compris ce qu'il fallait refaire. Donc, on a refait un avenant à notre demande d'enregistrement préalable. Et en fait, depuis vendredi, toujours pas de nouvelles, mais ce qui fait que, en fait, on a notre demande d'indemnisation qui est aujourd'hui depuis depuis un gros mois presque, bientôt, un mois presque, toujours en suspens puisqu'on n'a pas pu la valider, on n'a pas pu l'envoyer. Donc, dans le site, il est précisé qu'au-delà de 48 heures, on avait une validation automatique. Aujourd'hui, on est à 5 jours presque, et on n'a toujours rien. Donc, moi, je m'inquiète juste parce qu'on est bientôt en avril et qu'on n'a toujours pas pu faire la demande d'indemnisation de mars. Ça veut dire, si j'ai bien compris, vous avez fait une demande d'avenant sur votre demande. Et oui, voilà. Tout à fait. Alors, ce que vous me dites ne m'étonne pas. Alors, on essaie de faire le maximum. Vous savez, les demandes qui sont faites en direct, elles sont validées automatiquement par un système informatique qui balaye les demandes très régulièrement, toutes les 48 heures, sauf que cet automatisme ne fonctionne pas sur les avenants. Donc, on est obligé d'aller traiter tous les avenants manuellement pour les valider, ce qui augmente un peu la durée. Donc, on est vigilant là-dessus pour essayer parce qu'on est bien conscient que ça bloque derrière la demande d'indemnisation. On fait le maximum pour traiter ces demandes d'avenants le plus rapidement possible. Je prendrai là aussi vos coordonnées pour qu'on voit où ça en est. Volontiers. Mais c'est lié à ça. Hein. Donc, c'est aussi un traitement qui va être amélioré avec un traitement automatisé aussi des avenants, mais qui n'est pas encore opérationnel. D'accord, parce que bon, il peut encore expliquer que vous ayez un peu plus de temps mis que ce qui est annoncé, qui est effectivement un délai de 48 heures pour valider ou traiter les demandes. D'accord, mais voilà, mon inquiétude est plus sur le fait qu'effectivement, bon, je suis un peu comme tout le monde, hein, la trésorerie, ça devient compliqué. Oui, je comprends. Et c'est surtout aussi que derrière, voilà, nous, on arrive bientôt en avril, on va faire les déclarations d'avril, on n'a rien pu faire sur mars, donc voilà, à coup des délais légaux, enfin voilà, nous, ça nous inquiète un peu tout ça. J'entends, on regardera. D'accord. Alors, on a beaucoup de questions qui arrivent. J'espère que dans le temps imparti, on arrivera à répondre à toutes. Je propose à Robert, s'il veut prendre la parole concernant sa société de production. Alors, peut-être qu'il n'a pas de micro. Bonjour. Si. J'ai le micro, voilà. Donc, bonjour, j'ai une petite société, j'ai des salariés qui sont rentrés dans la question de la demande du chômage partiel, d'accord. Mais mon comptable s'est refusé de faire la demande pour moi. Je suis salarié quand même dans mon société. Donc, voilà. Est-ce qu'il peut, c'est ça? Est-ce qu'il peut vous refuser de vous mettre au chômage partiel? Vous êtes salarié. Alors, il y a un texte qui est sorti là-dessus, très récemment, un décret là, qui comment dirais-je, précise les conditions d'éligibilité pour les dirigeants.
Donc, en fonction de votre statut, donc ça, on pourra le regarder aussi peut-être en dehors de cette réunion, mais en fonction de votre statut, vous êtes aussi éligible à l'activité partielle. Donc, mais c'est vrai que le décret est sorti récemment. Et donc, peut-être que votre comptable n'avait pas cette information au moment où il a fait la demande. Oui, d'accord. Merci bien. Alors, la question suivante, est-ce que Amandine Mélira veut prendre la parole? Pensez à bien remettre le micro quand vous prenez la parole. Sinon, allez-y, je vous en prie. On vous écoute, Amandine. Allô? Bonjour. Oui, ça y est, je crois que j'ai réussi. Je voulais remercier toutes les équipes des directs, puisque chez CEFELEC, on est sur 8 départements, donc 8 directs différents. On s'est inscrit très tôt, on a eu les accès très tôt et les virements sont déjà arrivés. Merci à tous. Moi, j'ai une question par contre par rapport aux avenants. J'ai voulu faire des avenants ce matin parce que, en fait, jusqu'à présent, chaque mois, je faisais une demande, une demande préalable puisque j'ai fait une première demande jusqu'au 31 mars, une seconde demande jusqu'au 30 avril. Et là, je voulais faire une demande jusqu'au 31 mai. Et du coup, je me retrouve dans le cas où je dois cocher sur oui, j'ai déjà mis des salariés en chômage partiel sur les 36 derniers mois. Je voulais savoir ce que je devais faire exactement. Ben, vous complétez, il n'y a rien de particulier avec le corona. Hein, On ne vous entend pas. Ah, Sylvie, on vous a perdu. On n'a plus Sylvie. Oui, je pense que Sylvie… Allô? Allô? Ça y est. Je suis là. Ah, bon. Moi, je vous écoutais. Concernant les demandes d'avenant, ce qui est conseillé, c'est de reprendre la durée, d'englober la durée depuis le début, pour plus de simplicité, plutôt que de faire un avenant de telle date à telle date et puis de telle date à telle date. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, parce que c'est ce que j'ai fait. On est en activité partielle depuis le 17 mars. Et en fait, quand je fais l'avenant, j'ai bien mis ce matin du 17 mars au 31 mai. Mais du coup, en bas, je dois m'engager. Non, mais ça, vous n'en tenez pas compte. Votre engagement dans le cadre du coronavirus, c'est simplement de maintenir les salariés en emploi pendant la période d'activité partielle. D'accord, très bien. Enfin, en emploi, je veux dire, dans l'entreprise, en contrat de travail, pardon. Ok, merci. Eh bien, merci beaucoup. Alors, la question suivante, c'est Sylvie. Est-ce que Sylvie a un micro? Donc, je pense qu'on vient de répondre à une partie de sa question, mais il y a une autre partie à laquelle on peut peut-être répondre. Sylvie, est-ce que vous avez un micro? Sinon, vous pouvez nous faire un petit message et je la lis à votre place. Sylvie, votre micro est activé. Voilà, vous pouvez parler. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. En fait, nous, on a baissé notre activité petit à petit. Et donc, je voulais savoir comment je pouvais articuler les différents avenants parce qu'on a des services qui ont fermé totalement et on a des équipes qu'on a préféré fermer que partiellement parce qu'on pouvait, on avait encore la possibilité de les mettre en activité. Mais du coup, au niveau des cases à cocher, c'est compliqué. Enfin, j'aimerais savoir comment articuler ces différents avenants. Surtout qu'on prend des décisions au fur et à mesure, qu'au début, on avait encore pas mal d'activités, maintenant, ça s'est bien réduit. Et donc, du coup, on doit mettre d'autres équipes en chômage partiel, alors qu'il y a des équipes qui sont en chômage total. Et je ne sais pas quel cas cocher, je ne sais pas vraiment comment faire. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui.
Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est dans une demande d'avenant, d'englober le plus possible la demande depuis le début et jusqu'au terme de la période que vous estimez être en activité partielle et en étant le plus large possible par rapport au nombre de salariés et d'heures impactées. Parce qu'au niveau de la demande d'activité, c'est quelque part voilà, une vision un peu pessimiste, mais après, tous les mois, vous allez, en fonction de l'activité que vous aurez, pouvoir ajuster votre demande d'indemnisation en fonction de la réalité de l'activité que vous aurez eue dans l'entreprise. Et donc, c'est plus simple de faire comme ça que de venir chaque fois avec des avenants modificatifs qui, en plus, ralentissent le rythme des paiements derrière. Donc, c'est mieux d'avoir une demande globale validée. Et puis, vous avez ce droit de tirage pour la période. Donc, vous avez vu que la période, elle a été assouplie. Donc, nous, on est parti au départ sur une recommandation aux entreprises d'aller jusqu'au 30 juin, ce qui est déjà large. Et vous avez vu que les textes permettent d'aller même un peu plus loin jusqu'à la fin de l'année. Donc, il ne faut pas vous censurer par rapport aux demandes que vous faites, de manière à pouvoir ensuite ajuster avec vos demandes d'indemnisation. D'accord. Donc, si on reprend plus tôt, s'il y a des services qui rouvrent plus tôt, ça se verra lorsqu'on fera la demande d'indemnisation, en fait. Absolument. D'accord. D'accord. Et donc là, à partir du 1er mai, on va aussi devoir englober les personnes qui sont actuellement en arrêt garde d'enfants. Dans la demande, il faudra que je le mette quelque part. Alors ça, on attend encore les précisions par rapport aux modalités précises d'intégration des salariés qui basculeront d'un arrêt garde d'enfants, par exemple, ou maladie, vers l'activité partielle. Il est question de pouvoir faire des demandes d'autorisation d'activité partielle individuelle. Pour l'instant, on n'a pas de précision particulière, mais par contre, si vous avez fait une demande de large, englobant tous les salariés susceptibles d'être concernés, ça vous permet, via ce droit de tirage que vous avez, une fois que la demande est validée, de pouvoir intégrer ces salariés dans la demande d'indemnisation au moment où ils basculeront en activité partielle. D'accord. J'ai juste une dernière question. Je me suis rendu compte que sur un taux horaire que j'avais indiqué pour l'indemnisation du mois de mars, je m'étais trompée. On a été remboursé. Comment je peux faire ? C'est une demande de modification. On va faire une régularisation. Vous devez avoir un bouton régularisation sur la demande d'indemnisation. Ouais. Donc, vous allez là et vous demandez une régularisation. D'accord, ok, bon, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Alors, je pense qu'on a répondu à la question de Catherine en même temps, puisque ça concernait aussi les salariés en maladie. Donc, pour l'instant, si j'ai bien compris, on aura la réponse un peu plus tard. Oui, et les entreprises qui ont une demande en cours validée avec un nombre de salariés où ils ont inclus leurs salariés en totalité, y compris ceux qui sont actuellement en situation de garde d'enfants ou en autorisation spéciale ou en maladie, dans la demande d'indemnisation pourront être réintégrés au mois de mai s'ils basculent en activité partielle. Par exemple, en avril, ils n'étaient pas considérés en activité partielle, mais ils le seront à partir du mois de mai, par exemple. Donc, il est prévu, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le question-réponse aussi, qu'il y ait des relations entre les fichiers de la sécurité sociale et les fichiers activité partielle au niveau des salariés, puisque le principe, c'est qu'il ne peut pas y avoir de double indemnisation. Allô, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui, Sylvie, on vous entend. Sylvie, on vous entend. Ah, vous avez coupé votre micro, Sylvie, en fait. Oui, voilà. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la question ou est-ce que...
Il y a une autre question. Je pense qu'on a répondu à la question de Catherine. Est-ce que Béatrice Lupano veut bien prendre la parole? Béatrice, un peu plus près du micro parce qu'on t'entend très très loin. Oui. Tu m'entends là? Vous m'entendez là ou pas du tout? Non. Non, très mal. Est-ce que je lis la question à ta place? Oui, je veux bien, Solène. Je veux bien. Merci. D'accord. Remercie aussi la directe de ma part pour le traitement des dossiers pour nos entreprises qui sont des TPE et qui ont assuré l'activité économique du pays avec les livraisons. Et donc, c'est important parce qu'on a d'énormes difficultés avec nos clients. Donc, remercie la directe pour leur vigilance. Merci. Bon, vas-y, pose ta question, on t'entend mieux là, Béatrice. Donc, en fait, bonjour. Effectivement, vous avez évoqué Béatrice Lupano, Fédération et transporteurs routiers de marchandises. Donc, merci à la directe pour l'instruction rapide des dossiers. Et je sais qu'au départ, il y avait de grosses difficultés. À aujourd'hui, donc, comme vous l'indiquiez, 92% des entreprises sont des petites entreprises de moins de 20 salariés. Et je voulais savoir, dans le cadre, si vous aviez déjà fait par secteur une estimation au niveau des entreprises de transport routier, quels étaient les motifs de rejet des dossiers? Est-ce que c'était des motifs administratifs ou il y avait des rejets particuliers là-dessus? Auquel cas, nous pourrions-nous intervenir auprès de nos adhérents pour améliorer, on va dire, les dossiers? Et concernant les heures d'équivalence, donc nous, effectivement, nous nous basons sur le question-réponse du ministère du Travail pour le calcul des heures d'équivalence. On a un petit souci concernant les heures supplémentaires. Mais bon, là, c'est vraiment très particulier. Donc, la fédération est avec la direction générale en relation. Donc, ça, c'est autre chose. Mais surtout, s'il y a eu du rejet au niveau des entreprises de transport routier de marchandises et de quel ordre? Merci. Sylvie, vous devez avoir votre micro de coupé. Allô? Pardon. Allô, vous m'entendez? Oui, Sylvie, c'est bon. Oui. Donc, pas à ma connaissance de rejet. Il n'y a que s'il y avait des dossiers incomplets, mais pour l'instant, à ma connaissance, je n'ai pas eu de rejet sur votre activité. Ok, merci. La question suivante, c'est Erard, pardon, je dois mal le prononcer, concernant les 39 heures. On revient dessus. Merci. Bonjour, notre entreprise elle a des heures structurelles et contractuelles du coup à 39 heures, mais on a lu du coup sur le site du ministère que ça a changé en fait l'indemnité, du coup qu'on devait indemniser à hauteur de 35 heures. Sauf que notre demande du coup a déjà été faite et on ne sait plus maintenant quelle heure on doit prendre en compte, si on prend bien nos 39 heures pour l'indemnité ou si on prend nos 35 heures. Allô? Oui, Sylvie, on vous écoute. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui. Normalement, l'indemnisation, elle est basée sur 35 heures. On l'a dit. Il n'y a que certains secteurs qui ont été identifiés dans le question-réponse ou pour lesquels il y a des heures d'équivalence et qui sont prises en compte dans le cadre de l'indemnisation. Sinon, c'est bien l'employeur qui doit prendre en charge les heures complémentaires. Enfin, la différence, par exemple 39 heures, c'est 4 heures par semaine, qui sont à la charge de l'employeur, qui sont rémunérées comme telles, hein, et pas prises dans l'indemnisation chômage partiel, activité partielle.
D'accord. Vous êtes dans quel type d'activité? C'est la convention collective de la métallurgie. Ouais, d'accord. Donc là, on est sur la base de 35 heures. Tout à fait. D'accord, ça marche. Du coup, on doit refaire notre demande ou on doit la… Est-ce que sur le bulletin de salaire, vous allez maintenir la rémunération pour le salarié ou pas par rapport au complément, aux 4 heures habituelles? Oui, du coup, on va essayer de maintenir, voilà. Parce que c'est leur salaire habituel, en fait. Donc, il faut que vous alliez dans… Vous êtes à quelle étape, là? Vous avez fait votre demande d'indemnisation? Oui, la demande a été faite, mais on n'a pas été indemnisé puisqu'on n'a pas encore… Alors, si le versement n'est pas fait, c'est peut-être un temps d'aller la modifier via le bouton rectification, là, modification. Sinon, il faudra le faire après coup, en régularisation. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que Catherine peut prendre le relais concernant ces questions? Solène, juste une chose, oui. De préciser que les heures de 35 à 39 ou de 35 à 36 ou 36,50 ne sont pas soumises à cotisation, sauf à CSG et CRDS. L'URSSAF nous l'a précisé dans un autre atelier. Oui. Catherine, est-ce qu'elle est là pour poser la question? Je la pose. Parce que nous avons encore beaucoup de questions qui sont arrivées. On n'arrivera peut-être pas à répondre à toutes les questions ce matin parce qu'il est déjà 10h10 et que M. Delmotte doit nous quitter après pour rejoindre le préfet. Bon, apparemment, Catherine, je vais la poser à votre place. Attendez, j'ai perdu le fil. Bonjour, j'ai créé le 16 mars 2020 un dossier. Depuis, nous n'avons rien reçu, ni identifiant, ni mot de passe, ni habilitation. Personne ne nous répond. Après le 30 avril, la date sera dépassée. Alors là, c'est le cas typique qu'il faut nous faire remonter. Voilà. Avec le numéro SIRET. Exactement. Ouais. Donc, je vous propose dans ces cas-là de m'écrire directement, Catherine, et de me donner toutes les informations et je ferai remonter la problématique. Est-ce que vous pouvez donner la parole à Mirindra, s'il vous plaît, concernant les promesses d'embauche? C'est très important dans notre secteur. Il y avait fait énormément de promesses d'embauche. C'est la question juste après, donc allons-y. Super. Alors, nous, on a des promesses d'embauche qui sont prévues durant la période de confinement, notamment pour des CDD saisonniers. Alors, j'avais 2 questions. Est-ce que nous pouvons donc les recruter et les mettre en chômage partiel dès le premier jour? Et puis après, on avisera pour la reprise d'activité. Et pour un autre cas, est-ce que je peux recruter une personne et la laisser en chômage partiel jusqu'à la fin de son contrat CDD, puisque au vu de nos prévisions et de la baisse d'activité, nous n'aurons probablement pas besoin de lui. Et savoir ce que je fais dans ce cas-là. Si je peux reporter, annuler ma promesse d'embauche, si toutefois c'est possible dans ce cadre du Covid-19. Oui. Sylvie, est-ce que je peux commencer la réponse? Oui. Je vais terminer parce que je vais devoir partir. Oui, alors cette question-là, moi je l'ai posée ici en interne. Hein, donc, tout dépend de la formalisation de votre promesse d'embauche. C'est-à-dire que la promesse d'embauche, si vous voulez, elle doit comporter un certain nombre de mentions. Par exemple, la durée du travail qui était prévue, le salaire qui était prévu en taux horaire, par exemple. Et si jamais on vous demande a posteriori, si vous voulez, de vous justifier, il va falloir qu'on ait ces éléments. Je donne un exemple. Si ce sont des contrats saisonniers, il y a des entreprises qui s'organisent et qui font la promesse d'embauche, on va dire, en février, pour l'embauche au mois d'avril. Donc, ce sont quand même des éléments… C'est bien notre cas. Pardon, il n'y en a qu'un seul? Non, c'est bien notre cas. C'est bien notre cas. C'est bien ça. C'est ce qu'on fait. D'accord. Bah, si c'est ça, je parle sous le contrôle de Sylvie, mais si vous avez bien cette promesse d'embauche, vous pouvez effectivement embaucher la personne, on va dire, par exemple, au mois de mai. Moi, ce que je demande quand même, parce que la question nous a été posée aussi par des boulangeries dans les hauts pays des Alpes-Maritimes. Quand c'est comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'établissement reste ouvert, quand même, que le salarié, alors bon, après on va me dire ça dépend s'il a un logement ou pas, mais on peut pas tout avoir si vous voulez. Il faut à ce moment-là que le salarié qui vient en saisonnier et qui ne sera pas utilisé à 100% de son temps, si on peut au moins le faire travailler pendant une journée, par exemple, pour qu'il se forme, je sais pas moi, un nouveau matériel en cuisine ou sur la réception du public.
c'est quand même mieux de le faire travailler au moins une journée par semaine. Hein, voilà. Parce que si vous voulez, j'espère qu'on aura assez vite la date de reprise des hôtels et des restaurants, mais il faut bien savoir que les souplesses qu'on a pu accorder au début de la période de confinement, c'était de dire, oui, si vous aviez des saisonniers qui devaient finir plus tard, on les prend jusqu'à la fin de la saison. Et pour ceux qui auraient dû commencer la saison, par exemple au mois d'avril, on accepte de les prendre en charge. Maintenant, si la saison commence plus tard, la deuxième question que vous avez posée, c'est pour le deuxième que je n'ai pas encore embauché. Oui, là, je pense que malheureusement, vous savez aussi que les ressources du chômage partiel sont pas, elles ont déjà été multipliées. Hein, c'est des milliards aujourd'hui consacrés à la mesure. Il faut que chacun quand même prenne ses responsabilités pour que, on puisse quand même accorder le chômage partiel quand on a vraiment des cas qui évitent des licenciements. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas ce que Sylvie, comment tu gères ça. Oui, je confirme. Hein, donc, le premier cas, effectivement, oui, il peut y avoir un recrutement et une prise en compte de l'activité. S'il n'y a pas du tout d'activité, que vous savez qu'il n'y aura pas du tout d'activité, ça me paraît quand même très, très compliqué de recruter en activité partielle, quoi. D'accord, oui. Donc, en gros, il n'y a pas d'intérêt à ce que je recrute la personne, donc disons là, par exemple, au 2 mai, si je sais d'ores et déjà que je n'aurai pas d'activité ou en tout cas du travail à lui donner. Voilà. Ah, oui. Ok, donc ce serait de voir avec lui d'un commun accord, puisqu'il a déjà signé sa promesse d'embauche. Peut-être qu'il est pris en charge par le Pôle emploi, ça, il n'y a pas de souci, mais il faudrait d'un commun accord signer une attestation comme quoi on se rétracte au niveau de la promesse d'embauche et qu'il la contresigne, ce serait ça. Ou alors, madame, je ne sais pas, peut-être qu'au mois de mai, vous allez préparer quand même la saison. Donc, si vous pouvez l'employer ne serait-ce qu'une journée par semaine, que vous ayez, par exemple, d'autres salariés qui ne sont pas en chômage partiel, enfin bon, bref, il faut faire ça, si vous voulez, sur un ensemble, en fait, sur la collectivité de travail de votre entreprise. Et si vous pouvez, comme on le disait tout à l'heure, lui dire, tu viens une journée par semaine, tu feras de la mise en place, enfin, je ne sais pas, hein, qu'est-ce que vous pouvez lui faire. S'il peut travailler au moins une journée par semaine, là ça peut se concevoir. Dès lors qu'il avait signé, ce que vous dites, c'est qu'il avait signé une promesse d'embauche très précise, avec un taux horaire et une durée du travail. Donc, quand même, il y avait quelque part, le consentement avait été des deux côtés. Quoi. Donc, c'est ça. Ok, j'en prends note. Alors, je vais essayer de regrouper. On a plusieurs questions qui arrivent sur les mandataires sociaux, les gérants, les dirigeants. Est-ce qu'ils ont droit au chômage partiel, à l'activité partielle? Si oui, comment? Pourquoi? Ça regroupe plusieurs questions. Et après, on va attaquer le sujet de la formation qui arrive aussi, qu'on n'a pas du tout abordé. Il est déjà 10h15. Donc, on va essayer de regrouper les questions. Il y a beaucoup de cas particuliers. Donc, n'hésitez pas, on remet notre adresse mail à nous contacter. Comme ça, je ferai remonter les dossiers. Il y a encore beaucoup de personnes qui nous disent que les dossiers sont bloqués. Il y en a qui ne peuvent pas faire d'avenant parce que les dossiers initiaux n'ont pas été validés. Donc, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Mon adresse mail vient de s'afficher à l'écran, hein, dans le chat. Alors, je ne sais pas si c'est François ou Sylvie qui répond à la question sur les mandataires sociaux, les patrons et l'activité de chômage partiel en général. Je vous laisse la parole. Tu peux répondre parce que moi, je dois vous quitter. Donc, merci Sylvie de répondre. Et merci pour ces éléments très intéressants que je vais reporter au préfet là, dans quelques minutes pour dire que, bon, bien sûr, j'ai compris, si vous voulez, que sans doute ceux qui sont là aujourd'hui sont ceux qui ont le plus de problèmes avec l'activité partielle. Hein, donc, mais que visiblement, ce n'est pas une affaire qui est encore complètement résolue et que ce que je vous propose, et Sylvie, je pense, sera d'accord, c'est qu'on puisse refaire un point dans 2-3 semaines. Voilà. Oui. Merci en tout cas, Monsieur Delmotte. Merci beaucoup. On vous fera remonter. Vous êtes nombreux à nous écrire entre-temps. Hein. J'ai reçu déjà une dizaine de mails alors que la visio n'est pas encore finie. Donc, vous êtes là, vous êtes présents. Donc, on vous accompagnera bien sûr jusqu'au bout. Bien. Je vous laisse. Merci, Monsieur Delmotte. Bien, alors sur les questions qui se posent par rapport aux mandataires, etc., ce sont des questions liées à l'éligibilité, c'est ça? Oui.
Est-ce que l'un d'entre vous veut poser la question de manière générale? Parce que j'ai la question qui revient 4 ou 5 fois. J'ai Anne-Sophie Garrigues qui peut la poser. J'ai Evelyne Monguet aussi. Si l'une d'entre vous veut la poser de manière générale sur le statut de mandataires sociaux. Bonjour, je suis Anne-Sophie Garrigues. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend bien. Vous m'entendez? Oui. Je me permets de poser la question. Bon, moi, je suis un cabinet où je traite les payes du coup pour mes clients et j'en ai beaucoup qui sont concernés, donc mandataires sociaux qui sont soit par exemple des présidents de SAS pour qui on fait un bulletin de salaire, qui ne cumulent pas de contrat de travail avec leur mandat social, ou alors par exemple des gérants salariés au sens de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce qu'ils sont minoritaires de leur SARL. Et c'est vrai qu'on a vu passer jusque-là qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de l'activité partielle à partir du moment où ils ne cumulent pas de contrat de travail avec leur mandat social. Du coup, je voulais savoir si vous confirmez, comme M. Delmotte avait dit qu'il y avait des textes qui étaient passés récemment à ce sujet. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que la condition du contrat de travail est indispensable? Oui, pour l'instant, oui. Je n'ai pas vu passer d'autres textes en la matière. Donc, pour l'instant, la position est celle-là. Mais comme je vous l'ai dit, les choses sont évolutives. Hein. Donc, au fur et à mesure, la jurisprudence s'enrichit et c'est possible que ça, dans quelques temps, ça… alors, je n'ai rien vu qui ait bougé dans le dernier question-réponse en date du 22 avril là-dessus. D'accord. Parce que, bon, pour information, moi, de ce que je vois sur le front, c'est vrai que ce sont des personnes qui j'ai la sensation qu'elles ont un peu été oubliées pour l'indemnisation. Pourquoi? Parce qu'il y a les travailleurs non salariés, notamment par exemple les gérants majoritaires de SARL, qui peuvent bénéficier d'un fonds d'aide du système de sécurité sociale des indépendants. Mais comme les mandataires sociaux relèvent du régime général n'ont pas cette aide, en fait, ils ont moins d'aide que les travailleurs non salariés. C'est pour ça que je me permets juste d'insister sur ce point-là, même si je sais que bon, vous ne faites qu'appliquer bien évidemment la législation, si c'était possible de remonter au pouvoir public pour en tenir compte pour les évolutions à venir. Oui, je pense qu'il faut mettre en évidence le vide sur lequel on tombe là pour ces catégories-là, puisque ensuite, il n'y a pas de possibilité peut-être via l'activité partielle, mais il y a peut-être des possibilités via d'autres moyens, sollicitations, via des contrats personnels peut-être, ou des assurances particulières. Moi, je n'ai pas de réponse toute faite là, mais… En tout cas, on peut faire remonter et si on avait des évolutions, je s'en fera part, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Parfait. Claire, est-ce que tu veux poser ta question? Non, on la reprendra dans ces cas-là plus tard. Une question qui vient de nous… Comment peut-on rompre les promesses d'embauche? Alors ça, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, sinon nous, on pourra le faire après. Sylvie? Le principe, c'est qu'on essaie de ne pas les rompre si elles ont été formalisées d'une manière, comment dirais-je, précise. François Delmotte a répondu tout à l'heure avec des éléments précis sur la nature du travail, les tâches confiées, les horaires, le taux horaire, etc. Si vous êtes allé jusque-là, il faut essayer de ne pas rompre la promesse d'embauche, de la réaliser si vous avez la possibilité de faire travailler la personne par roulement ou au moins un minima un petit peu pendant la période d'activité partielle, en pensant aussi que ce recrutement, vous l'aviez pensé, vous avez besoin de ces compétences dans l'entreprise et que donc c'est peut-être l'activité partielle est là pour permettre le maintien justement
salariés hein, dans l'entreprise, des contrats de travail, et que peut-être ce recrutement, ça vaut le coup quand même de le faire, même si vous commencez par une période d'activité réduite. Hein. Sylvie, je suis désolé de prendre la parole au nom des syndicats de Cannes, mais en l'occurrence, vous imaginez bien que nous prévoyons à maxima des taux d'occupation de 30% sur juillet-août, quand vous savez que Aéroport de Paris annonce des vols de 5% sur juin, 30% maximum sur juillet-août, il y aura forcément un problème, première chose. Et donc, on est obligé, nous, de trouver une solution. On sait qu'on n'aura pas suffisamment. On s'est engagé auprès de salariés qu'on apprécie, puisqu'on fait des promesses d'embauche pour fidéliser, pour la qualité de service et ainsi de suite. Et qu'on sait très, très bien que on n'aura pas suffisamment de boulot à donner déjà à nos CDI, puisque je vous rappelle que le chômage partiel va être étendu normalement jusqu'à mars, voire plus tard, puisque avec les organisations syndicales, nous souhaitons qu'il soit porté jusqu'à au moins mi-juin 2021. On est dans un cataclysme et j'imagine que vous avez bien évidemment perception de tout ça, puisque pour l'instant, vous êtes, je dis l'État, est très, très au fait de tout cela. Hein. Oui, on est aux premières loges, mais bon, voilà, c'est au cas par cas, j'allais dire. Je ne peux pas vous répondre d'une manière générale. Vous parlez de votre secteur d'activité qui est très impacté, effectivement. Il peut y avoir d'autres secteurs d'activité où les promesses d'embauche qui ont été prévues peuvent être plus facilement tenues en fonction des perspectives de reprise. Hein. Oui, tout à fait, mais il s'agit, nous, d'avoir les modalités pour ne pas se mettre hors la loi. C'est-à-dire qu'une promesse d'embauche engage, et donc nous, on veut avoir des modalités précises pour ne pas être hors la loi et pour avoir des recours par derrière. Vous imaginez bien que quand des gros établissements embauchent 500 saisonniers, si on a 500 procédures, ça va être compliqué. Oui. Je vous propose sinon qu'on vous mette en relation pour échanger sur ces sujets-là. Il nous reste un peu moins de 5 minutes et on n'a toujours pas abordé encore d'autres sujets. Est-ce qu'on peut aborder, Sylvie, le sujet du FNE qui est une question qui revient beaucoup? Oui, alors... donner les modalités, quelles sont les modalités, comment ça se passe, etc. Alors, pendant la période d'activité partielle, est ouverte la possibilité de recourir au FNE formation avec une prise en charge par l'État de 100% des coûts pédagogiques qui seront générés pour ces actions de formation, sachant que l'État prend aussi en charge pour les salariés en activité partielle, bien sûr, l'indemnisation de la rémunération. Donc, sur les modalités, en région PACA, donc il y a deux modalités suivant la taille des entreprises. Pour les entreprises donc de moins de 250 salariés, elles s'orientent automatiquement vers leur OPCO. C'est l'OPCO qui va être conventionné avec la directe et qui va prendre en charge les demandes de formation des entreprises et pouvoir financer les coûts pédagogiques, donc financement à 100% des coûts pédagogiques, d'actions de formation qui, pendant la période d'activité partielle et de confinement, seront réalisées à distance, par FOAD. Donc, il y a une prise en charge de l'ordre de 1 500 € TTC par salarié. Ça, qui est quasi automatique. Hein. L'entreprise fournissant, bien sûr, la nature de la formation, la durée, le nombre de salariés formés, etc. Au-delà de si l'action de formation dépasse le montant de 1 500 € TTC par salarié, il y aura une instruction un peu plus fouillée pour justifier ce coût. Donc, pour les entreprises de plus de 250 salariés, là, par contre, on va passer via des conventions bilatérales entre la directe et l'entreprise, sachant que pour ces entreprises-là, la directe, elle va regarder peut-être un peu plus près la demande de formation qui est formulée et quels engagements prend l'entreprise par rapport à ses salariés. Donc, l'engagement
qui est obligatoire, c'est que l'entreprise maintienne le contrat de travail pendant la durée de la formation et pendant toute la durée de l'activité partielle pour ces salariés formés pendant le temps où ils sont en activité partielle. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette formulation? Donc, au niveau de la directe des Alpes-Maritimes, le contact pour les demandes de FNE formation, donc le contact, si vous avez des questions, c'est Nadine Girard. On va peut-être rappeler ses coordonnées. On vous donnera son mail. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire. Hein. Vous êtes nombreux à le faire en ce moment, mais n'hésitez pas à continuer à nous écrire. Le contact, c'est les OPCO pour la plupart des entreprises. Et pour les plus grandes, eh ben, ça va être une convention bilatérale avec la directe. Merci Sylvie. Je me permets de prendre la parole une petite minute. Hein, sur la... Vas-y Luigi. Bon, donc on a enfin nos réponses sur la mise en œuvre, la procédure. Peut-être, si ça te paraît jouable, de faire une petite note qu'on adresserait un petit peu à l'ensemble des réseaux sur les modalités de mise en œuvre, en rappelant éventuellement aussi les coordonnées de Nadine. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est prévu. On a un message type qui va partir et qu'on va vous adresser, puisque en fait, toutes ces modalités, elles ont été calées hier soir. Donc, c'est vraiment… D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment de l'actualité récente. Ok, merci Sylvie. Alors, merci. Je sais que vous avez encore de nombreuses questions. Ça fait un peu plus d'1h15 que nous sommes en visio. On va devoir libérer Sylvie. Monsieur Delmotte a déjà dû partir. Alors, on redonne notre adresse mail. N'hésitez pas à m'écrire. On fera remonter et on répondra à toutes vos questions, en tout cas, que vous avez encore en suspens, parce que vous avez encore beaucoup de questions. Donc, merci à vous d'avoir été aussi nombreux ce matin. Prenez soin de vous. On est toujours à votre écoute et on remet une dernière fois l'adresse mail pour nous écrire. Merci Sylvie, en tout cas, d'avoir participé, d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Delmotte vient de nous faire un mail pour nous dire qu'il proposait de refaire la même chose pour continuer d'ici 2 semaines. Donc, pour ceux qui voudraient participer à nouveau, vous serez les bienvenus. On va reprogrammer ça très vite. Merci en tout cas pour tous vos messages que vous êtes en train de nous écrire. On remercie beaucoup la directe et il vous remercie beaucoup. Donc, en tout cas, vous êtes nombreux à nous suivre au quotidien, à nous poser encore des questions. Vous êtes encore dans certaines incertitudes et on est là pour vous accompagner. Je suis désolée pour les petits bruits à côté. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci Soline, merci pour tout. Merci d'avoir organisé tout ça. Merci. Au revoir.